Qu'est-ce que le livre d'Aldous Huxley a-t-il en commun avec la mondialisation que nous vivons actuellement? Bien que l'œuvre ait été publiée en 1932, les thèmes qu'elle aborde, le contrôle social, la manipulation génétique et l'aliénation des individus, résonnent encore aujourd'hui dans un monde marqué par des technologies de plus en plus invasives et une homogénéisation culturelle accélérée par la mondialisation. Tout d'abord, je vais résumer les idées principales du roman avant d'expliquer en quoi elles trouvent des échos troublants dans la société moderne et les défis auxquels nous sommes confrontés. Le livre, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, publié en 1932, est un roman de science-fiction dystopique qui imagine une société futuriste contrôlée par une technologie avancée et une manipulation sociale extrême. Le récit traite de la perte de liberté individuelle, de l'usage de la technologie pour contrôler la population et de l'abandon des valeurs humaines fondamentales au profit de la stabilité et du confort. Voici un résumé du livre, abordant les principaux thèmes et événements du roman. Le roman se déroule dans un futur lointain, dans un monde appelé l'État mondial, où règne l'harmonie et la stabilité sociale, mais au prix de la liberté individuelle et de l'authenticité humaine. La société est strictement hiérarchisée en castes, allant des alphas, l'élite intellectuelle, aux epsilons, qui effectuent les tâches les plus simples et les plus dévalorisées. Chaque individu est prédéterminé génétiquement et socialement, conçu en laboratoire, dans des usines de reproduction artificielle, puis conditionné dès l'enfance pour accepter son rôle dans la société. Le conditionnement, à travers des techniques psychologiques avancées, s'effectue dès la naissance, de sorte que chacun est satisfait de son sort et incapable de remettre en question l'ordre social établi. Les émotions humaines, telles que l'amour, la tristesse ou la colère, sont largement supprimées. La technologie joue un rôle central dans le maintien de cette stabilité. Les bébés sont fabriqués en masse et les individus sont programmés pour consommer et éviter tout questionnement existentiel. Le sexe est libre et dénué de toute attache émotionnelle, et la famille, une notion désormais obsolète, est perçue comme une aberration. Dans ce monde, la drogue Soma est distribuée gratuitement pour éliminer toute trace de mal-être ou de frustration. Le Soma est un puissant tranquillisant qui maintient les citoyens dans un état de contentement permanent, empêchant toute rébellion ou remise en cause du système. Le mantra du régime, communauté, identité, stabilité, résume la doctrine de l'État mondial. L'uniformité des pensées et des comportements assure la cohésion sociale et élimine le risque de conflits ou de troubles. Le contrôle social s'étend également à la vie intellectuelle. L'art, la religion et la philosophie sont bannis ou réduits à des formes superficielles, car ils sont jugés incompatibles avec la stabilité de la société. Le bonheur artificiel et la consommation de masse sont privilégiés à tout coup. Les personnages principaux et le dilemme moral. Le roman suit plusieurs personnages qui illustrent les tensions entre l'individu et la société. Bernard Marx, un alpha plus, se sent mal à l'aise dans cette société où l'uniformité est imposée, même s'il fait partie de l'élite. Son malaise provient en partie de son physique, plus petit et moins séduisant que celui des autres alphas, mais surtout de son incapacité à accepter passivement la société dans laquelle il vit. Il entretient une relation avec Lenina Krohn, une femme plus conventionnelle, qui incarne la soumission au modèle social en place, acceptant sans réserve les valeurs imposées par l'État mondial. Lors d'un voyage dans une réserve de sauvages, des individus vivant encore de manière primitive, en dehors de la civilisation technologique, Bernard rencontre John, un jeune homme élevé dans cette réserve selon des valeurs traditionnelles. John est le fils naturel d'une femme originaire de l'État mondial, Linda, qui avait été accidentellement laissée dans la réserve des années auparavant. John, souvent appelé « le sauvage », représente une figure centrale du roman, car il incarne les valeurs humaines d'un autre temps, contrastant avec la société artificielle et déshumanisée de l'État mondial. Lorsque Bernard ramène John et Linda dans la civilisation, John devient une curiosité et un objet de fascination pour les citoyens du monde nouveau. Cependant, il est profondément choqué par les valeurs superficielles et le manque de spiritualité de cette société. Il refuse le mode de vie hédoniste et matérialiste qui lui est proposé et exprime son dégoût pour la culture de la consommation et le recours systématique au soma pour éviter toute souffrance.
Le conflit final et la conclusion. Le conflit entre les deux visions du monde, celle de l'État mondial et celle de John, atteint son paroxysme lorsque John, incapable de supporter cette société dénuée de sens, s'isole dans une cabane à la campagne pour vivre selon ses propres principes. Il tente de purger son corps et son esprit des influences corruptrices de la civilisation en pratiquant l'autodiscipline et la mortification de la chair. Cependant, il est rapidement découvert par des citoyens curieux, et son isolement devient un spectacle morbide, attirant des foules avides de sensations. Désespéré, John finit par se suicider, réalisant qu'il ne peut échapper à l'emprise de cette société déshumanisée. Son suicide symbolise l'impossibilité de concilier la quête d'authenticité humaine et la société technocratique du meilleur des mondes. Le roman se termine sur cette note tragique, soulignant les dangers d'une société qui sacrifie la liberté, l'art et la spiritualité au profit de la stabilité et du confort matériel. À travers le meilleur des mondes, Aldous Huxley met en garde contre les excès de la technologie, la standardisation des comportements et la manipulation des individus par le pouvoir. Conclusion. Le meilleur des mondes est la thérapie génique. Dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley a imaginé un avenir où la manipulation génétique et le conditionnement social sont utilisés pour créer une société parfaite en apparence, où chaque individu est conçu pour accepter sans questionnement sa place dans l'ordre social. Cette vision dystopique résonne de manière troublante avec certaines réalités contemporaines, notamment l'usage croissant des biotechnologies dans la santé publique, y compris les thérapies géniques récentes, qui sont aujourd'hui appliquées à grande échelle. La pandémie récente et l'injection massive de thérapies géniques à travers des vaccins à ARN messager, ARNM, ont ouvert un débat sur les risques, les avantages et les limites éthiques de ces technologies. Bien que la science ait permis des avancées remarquables dans la lutte contre des maladies graves, les enjeux liés à ces technologies touchent aussi à la question de la liberté individuelle, de la transparence et des conséquences à long terme sur le corps humain. De même, la rapidité avec laquelle ces nouvelles formes de thérapie ont été déployées suscite des interrogations sur la participation des gouvernements et des entreprises. Dans ce contexte, le roman de Huxley sert d'avertissement. Lorsque la technologie et la science sont utilisées pour imposer des normes uniformes et des comportements standardisés, la société risque de perdre de vue les valeurs essentielles qui définissent de notre humanité. Tout comme dans le meilleur des mondes, où l'humanité a été sacrifiée au profit d'une stabilité artificielle, la question demeure. Jusqu'où sommes-nous prêts à laisser faire des gouvernements qui se prennent pour des alphas ? Sommes-nous en train de céder des libertés fondamentales et la santé au nom de la science, sans comprendre pleinement les conséquences à long terme ? Ainsi, le roman de Huxley trouve un écho dans les choix que la société contemporaine doit faire face à la biotechnologie. Il nous invite à réfléchir non seulement à la manière dont la technologie peut améliorer nos vies, mais aussi aux limites de son usage, notamment lorsque des techniques comme la thérapie génique peuvent potentiellement altérer de manière irréversible notre corps et notre rapport à la santé. En fin de compte, il ne s'agit pas de rejeter les avancées scientifiques, mais de se poser les bonnes questions sur leur finalité et leur impact sur notre liberté individuelle et collective. Le parallèle avec le meilleur des mondes souligne la nécessité d'une vigilance accrue à l'égard de l'intégration des nouvelles technologies dans nos vies. Nous devons rester attentifs aux conséquences possibles de ces interventions sur notre autonomie et veiller à ce que l'humanité ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la technologie. Après avoir regardé cette vidéo sur le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, pensez-vous que nous avons déjà franchi plusieurs étapes de cette transformation dans notre société actuelle ? Sommes-nous prêts à nous opposer à ce que cela continue ? Vivons-nous dans une dictature déguisée en démocratie, alors même que les gouvernements répètent sans cesse que nous sommes en démocratie, dans une inversion totale de la réalité ? Ils utilisent les accusations inversées, où les véritables fascistes traitent de fascistes ceux qui ne se conforment pas à la pensée unique obligatoire. Quel parallèle voyez-vous entre le monde décrit par Huxley dans Le meilleur des mondes et le monde actuel ? Pensez à la gestion de la pandémie, aux injections d'ARNM, à la place de la religion chrétienne et des églises, à la redéfinition de la famille, à l'introduction de l'éducation sexuelle des enfants dès l'âge de 3 ans, à la légalisation de certaines drogues, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ou encore au récit des médias mainstream sur les viols, les attaques au couteau et le laxisme de la justice.
Laissez-moi vos réflexions et opinions dans les commentaires, j'aimerais beaucoup connaître votre point de vue.